Bien. Ben, par rapport à cette assimilation, peut-on parler de littérature? Je comprends le contenu de cette littérature d'assimilation. Mais attention, Oui. en 1921, vous savez, Force et Bonté a été publié en 1926. Mais il y a eu une exception. En 1921, il y avait un écrivain, René Maran, qui a écrit Batouala. Batouala, oui, c'est René Maran, la première production. Voilà, René Maran, n'est-ce pas, est un Martiniquais d'origine guyanaise qui a été éduqué en France, qui a eu ses diplômes en France, qui a été envoyé en Afrique équatoriale pour administrer ses propres affaires. Arrivé en Afrique, ayant fait quelques mois, René Maran ne pouvait pas supporter le traitement inhumain qu'on infligeait aux Noirs. Alors il a écrit Batouala, dont la préface fut acerbe. Dans cette préface, il critiquait les exactions coloniales. Batouala était l'exception. Donc, avec Batouala, on peut dire qu'il y a eu un déclic. Un déclic, en ce sens que Batouala va influencer plus tard les écrivains. L'essentiel, c'est que... Voilà, donc, comme par rapport au rôle de l'écrivain, dire aux gens la vérité, leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est que leur revient de droit. Donc, Batouala, si on comprend bien, René Maran, comme vous le dites, par rapport à son passage, par rapport à son éducation, par rapport à sa mission qui consistait à administrer ses frères, il a vécu avec eux, mais il a vu le traitement dont ces Africains-là étaient victimes. Par rapport à ça, ça a été une source, le lit fertile pour lui de produire Batouala. Pourtant, à l'époque, René Maran a été sanctionné. Il a perdu son emploi. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. On l'a renvoyé même en France. Maintenant, ce sont les philanthropes en France, des députés, quelques députés philanthropes en France qui avaient dit que est-ce qu'on ne peut pas envoyer en Afrique une mission d'enquête pour voir est-ce que ce que René Maran dit dans son ouvrage est vrai ou non. Et ils étaient tombés d'accord, ils ont envoyé une mission d'enquête en Afrique équatoriale qui a séjourné et qui a fait un reportage et qui a rendu ses conclusions. Mais ces conclusions ont montré que ce que René Maran avait dit à propos dans son ouvrage était très minime par rapport aux exactions de la colonisation. Merci, M. Babou. René Maran a retrouvé sa dignité. D'ailleurs, son roman a pris le prix Goncourt. Mais parallèlement, il y a une littérature d'assimilation où les écrivains assimilés vanter les mérites de la France et de sa mission. Donc, de 1912 jusqu'en 1921, il y a une littérature d'assimilation qui consistait à chanter les louanges de la civilisation occidentale, qui montrait que les Africains avaient besoin de ces civilisations, au moins pour arriver à certaines connaissances, avaient besoin du blanc pour sortir des ténèbres, si je comprends bien. Maintenant, en 1921, il y a un petit déclic par rapport à l'œuvre d'un certain monsieur de René Maran qui serait venu de la France, qui a eu une éducation d'assimilation comme les autres, mais quand il est venu pour administrer ses frères, il s'est rendu compte que le traitement dont ses frères étaient victimes était un traitement inhumain. Maintenant, pourquoi René Maran ne s'est pas comporté comme ses frères africains, comme Bakary Diallo, qui a écrit Force et Bonté? Pourquoi? Très bien, une très bonne question. Parce que Bakary Diallo est né en Afrique, a été assimilé à travers l'école occidentale, alors que René Maran, c'est en France qu'il a été formé. Terre de savoir et de démocratie. On ne l'assimilait pas en France. Il subissait la même éducation, la même formation que les autres Blancs. Donc, qu'est-ce qui explique le fait que Bakary Diallo, lui qui ose, en tant que jeune Africain, qui a été éduqué en Afrique, qui a été imprégné des réalités culturelles de l'Afrique, qui a été éduqué, du moins assimilé qui a fréquenté l'école française, ose lui, au lieu de décrire, au lieu de fustiger le traitement de ses frères, lui, il ose chanter les louanges, je parlais bien fait. Ce n'est même pas osé, c'est dans son éducation, depuis l'école primaire. Mais maintenant, le comportement de Batouala, selon vous, qu'est-ce que de René Maran, du moins. Je dis que René Maran n'a pas été assimilé comme mais est-ce les que cela Africains. ne s'explique pas aussi par son histoire? Parce que René Maran, comme vous le dites, si je comprends bien, est-ce qu'il ne serait pas descendant d'esclaves? C'est pas une raison. Les descendants d'esclaves, combien de descendants d'esclaves ont cherché à s'assimiler? Combien? Non, c'est par rapport à son roman. Quand il est venu en Afrique, il a compris que le traitement dont ses frères sont victimes, il faut au moins dénoncer ça. Oui. Il a dénoncé ça et ça a fait, peut-être que ça a fait, je sais pas,
ça a un peu frustré le colonisateur. Le gouvernement français, ont estimé qu'il faut au moins avoir le cœur net en envoyant une mission, je sais pas, en Afrique pour voir ce que Batoila relate dans son roman. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Arrivé sur le terrain, ils ont considéré que ce qu'il dit, c'est vrai. Même, comme vous dites, ça lui a valu son travail, il a été radié, il a été sanctionné d'une certaine manière. Maintenant, ce comportement de Batoila, je dis que est-ce que ça ne s'explique pas par son passé historique, du fait qu'il a été fils d'esclave. Aussi, c'est un intellectuel, et tous les intellectuels, et aussi écrivains, on cherche à comprendre d'où ce qu'ils viennent, leur entourage, leur passé, leur ancêtre, tout ça. Est-ce que ça ne l'a pas poussé un tout petit peu à décrier le comportement de ces témoins aussi? Ça peut être une influence, mais ce que je voulais souligner, c'est que, à la différence de ces premiers intellectuels africains, qui ont grandi dans cette politique d'assimilation où on leur a fait un lavage de cerveau, ces Africains-là pensaient que c'est en imitant le blanc qu'ils parvenaient à, n'est-ce pas, avoir leur liberté en quelque sorte. Alors que René Maran a été éduqué en France, terre de démocratie, de savoir, etc., etc. Lui, il peut prendre du recul, maintenant par rapport aussi à son passé, il faut prendre conscience et voilà, se révolter. Merci Michel. Merci Michel. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la station 101.6, la voix du peuple Mboro FM. Nous vous disons que vous pouvez participer à l'émission en appelant 88 628 72 34. 88 628 72 34. Nous recevons une deuxième fois M. Ba, professeur de français, titulaire d'un doctorat en lettres modernes, qui est là pour parler avec nous les grands cheminements de la littérature africaine. Donc, M. Ba, si je vous comprends bien, après cette littérature d'assimilation, donc ça veut dire que les Africains étaient consentants de cette forme de littérature? Absolument consentantes. Maintenant, après cette littérature d'assimilation, il y a ce qu'on appelle la littérature de consentement. Soyez plus clair avec nous, comment dire une littérature de consentement? À la même époque, quand vous prenez Bakary Diallo avec Force et Bonté, Amadou Clédor Diagne, Mapate Diagne, on peut comprendre que à cette époque, 1912, 1920, 1926, c'est des premières formes écrites. On peut comprendre leur assimilation et leur attachement. C'était des gens qui étaient nés des 4 communes là, si je comprends bien. Non. Les 4 communes, c'est après. Mais quelques années plus tard, vous prenez en 1935, avec la publication de Karim, de Ousmane Socé Diop, 1935. Mirage de Paris, 1937. 37. Vous prenez Nini d'Abdoulaye Sadji, 1947. Vous prenez L'Enfant Noir de Camara Laye, 1954. Là, on va revenir à ce niveau-là. Parce que là-bas, il y a... C'est la littérature de consentement, je veux dire. La littérature de consentement. Mais dans Nini, monsieur Michel Boy, je vous interpelle, dans Nini. Sinon, dans Karim de Ousmane Socé, ça là, c'est par rapport au contenu. On voit que Michel Abdoulaye Sadji parle des valeurs. Il parle des valeurs sociales sénégalaises. C'est que, par exemple, ce Sambalinger, donc on parle, et la place de la femme africaine dans la société et l'importance qu'on lui a accordée. Est-ce qu'on peut parler là-bas de littérature de consentement? Non, je ne parle pas de littérature de consentement. Je veux dire par rapport à leur posture. Ah oui, je comprends. Où l'Afrique a subi les exactions de la colonisation, on ne peut pas comprendre que ces écrivains ne disent rien à propos de la situation coloniale. Ça, c'est vrai. Alors, là, je comprends. Vous prenez par exemple Mirage de Paris de Abdoulaye Sadji, là où il décrivait Paris. Son récit et les récits de Bakary Diallo, c'est presque la même chose. Oui, Mirage de Paris. Je suis à Paris, je foule le sol de Paris, je regarde partout les employés blancs, nulle part une tête de nègre. Le nègre de Paris. C'est bien un pays de blanc. Le soleil se cache devant. Il a commis une injustice à mon endroit en me brûlant de la tête aux pieds alors qu'il arrive à peine. On attend, si je vous comprends bien, en tant qu'intellectuel de l'époque. Le contenu de Mirage de Paris et le contenu de Bakary Diallo, c'est à peu près la même chose. Donc, selon vous, le contenu de Mirage de Paris, par rapport au niveau intellectuel d'Abdoulaye Sadji, ça ne devait pas être, si je vous comprends. Non, je veux dire, on ne peut pas comprendre qu'à cette époque. Mais Michel Bado, c'est la même chose. Écoutez-moi, allez-y. Je vais développer. Allez-y. On ne peut pas comprendre. Avec Abdoulaye Sadji et avec Mirage de Paris. Ça, on peut à peu près comprendre. Avec Nini même, on peut comprendre parce qu'il a abordé un tout petit peu le problème des coopérants français là, qui étaient venus, dont l'un était tombé amoureux, n'est-ce pas? Martineau était tombé amoureux de Nini. Mais prenez L'Enfant Noir de Camara Laye.
Regardez le titre, L'enfant noir, publié en 1954. Pendant ce temps, la négritude battait son plein. Les Noirs clamaient les valeurs noires. La négritude dénonçait le racisme, le viol culturel et autres. Mais Camara Laye a écrit un roman, du début à la fin, il n'a pipé mot de la situation coloniale. Attention. Il parlait de sa culture, il parlait maintenant de la forge de son père, du serpent qui venait visiter, etc. etc. Les critiques littéraires ne peuvent pas comprendre que Camara Laye ait fait black out de la situation coloniale. Mais est-ce que ça, à l'époque, c'était pas la thèse de l'engagement? Non, c'est-à-dire... Je comprends. 54. Voilà. En pleine colonisation. Oui, pleine colonisation. La France fait subir aux autochtones un traitement inhumain, ça je comprends. Oui. Donc selon vous, Camara Laye devait aborder ces problèmes comme ses compères de l'époque. Il devait parler de la situation coloniale. D'ailleurs, le fait qu'il ait occulté la situation coloniale lui a valu des critiques de Mongo Betty et de ses amis. Mais il y a certains qui étaient de son côté. Oui, il y a certains qui étaient de son côté. Mais Mongo Betty a chargé Camara Laye. Il a dit qu'il a fait une littérature de pacotille, une littérature rose pour une Afrique noire. Parce que dans un article intitulé Littérature noire, j'ai oublié le titre de l'article, il disait la réalité profonde de l'Afrique, sa seule réalité profonde est la colonisation et ses méfaits. Écrire sur l'Afrique, c'est prendre part pour ou contre la colonisation. Inutile, impossible de sortir de là. Camara Laye a été sévèrement critiqué par ses prédécesseurs, par ses compatriotes. Maintenant, il sera défendu par Senghor. Dans quel sens? Senghor a dit que Camara Laye, par exemple, on ne peut pas le critiquer pour ne pas s'être engagé contre la colonisation. Il y a plusieurs formes d'engagement, dit Senghor. Senghor dit que Camara Laye s'est engagé à sa manière, en montrant ce que la culture africaine a de plus beau. A de plus beau. Et les valeurs africaines, les réalités africaines. C'est une manière pour lui de s'engager. Exactement. Premier point. Deuxième point, il a dit que, d'ailleurs, Camara Laye est un artiste. Et l'art n'est pas d'un parti. C'est là où c'est important. Donc, on va revenir on ne peut pas forcer l'écrivain à prendre position, sinon on risque de le canaliser, de le briber, de l'orienter. On va y revenir par rapport au mouvement de la négociation. Troisièmement, il a dit que Camara Laye, du point de vue de l'écriture, est de loin meilleur que les autres écrivains, dont le style est truffé de mots qu'on ne comprend pas. Alors que Camara Laye est superbe dans son écriture. Non, pour ces trois raisons. Oui. Pour ces trois raisons, on peut dire que Senghor l'a vraiment bien défendu. Mais le débat est toujours lancé. C'est pourquoi on va y venir de ce débat-là. C'est un débat qui sera l'objet de notre... Alors, je ne dis pas maintenant, je ne dis pas que L'Enfant noir est classé parmi les romans de consentement. Les critiques je sais ça, classent à tort ou à raison. Vous êtes là en tant que professeur pour nous enseigner ce qui s'est passé par rapport à la littérature africaine, les grands cheminements de la africaine. Mais à ce niveau-là, c'est important. C'est pourquoi il est bien d'échanger avec des hommes de votre niveau. Par rapport toujours à cette littérature de consentement, vous avez parlé de Camara Laye, que beaucoup d'écrivains de son époque avaient décrié par rapport à ces situations difficiles que les Africains vivaient. Camara Laye, au lieu d'aborder ces questions-là, il ose lui écrire sa vie, tout comment ça s'est, comme vous dites, décrire la faute de son père, son voyage en France, tout ça. Donc c'est un certain point de vue d'un groupe d'écrivains. Toujours avant de revenir, ça fera un point d'échange entre nous par rapport aux conceptions que chacun de ces écrivains de l'époque avait de la littérature. Maintenant, toujours à ce niveau de cette littérature de consentement, vous n'avez pas de choses à dire par rapport au roman qui était là, qui montrait qu'il était insensible aux préoccupations des Africains. Il y a le roman de Camara Laye, si je vous comprends bien, et ses dévanciers. C'était presque dans le même sillage. Abdoulaye Sachi, dans Karim Nini, ainsi de suite. Dans Mirage de Paris. Mirage de Paris, tout ça. Nini, il y a pas mal de romans. Donc, c'est par rapport aux préoccupations de nos frères et sœurs. Pour illustrer cette littérature de consentement, ils peuvent se référer à Nini,
au Camaralaï, l'enfant noir de Camaralaï, Mirage de Paris, d'Ablaï Sadji, ainsi de suite. C'est pour... Maintenant, par rapport... On dit que c'est une littérature de consentement parce qu'en fait, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Ça, voilà. Maintenant, si l'élève doit avoir une position, il doit pouvoir, n'est-ce pas, défendre le pour et le contre. C'est dans ce sens que je dis qu'ils ont besoin de références. Un point de vue critique. C'est pourquoi je dis qu'ils ont besoin de références. Voilà, d'une part, on peut dire que ces romans-là, qui sont nés en pleine période coloniale, n'est-ce pas, où la négritude, n'est-ce pas, a fini de redorer le blason du noir, a redonné le noir sa dignité, qu'il existe des écrivains qui écrivent sans faire allusion à la situation coloniale. De la première à la dernière page, c'est difficile à croire. Cependant, leur position... bon, n'est pas tout à fait mauvais parce que en ne dénonçant pas la situation coloniale, mais en parlant de la culture africaine, de la civilisation africaine, c'est une manière de s'engager, de montrer aux Blancs que ce que vous disiez à l'époque, que nous n'avons pas de culture de civilisation est faux. Voilà que nous avons une culture brillante, des civilisations brillantes, etc., etc. Voilà, ça c'est une forme d'engagement. Et du point de vue artistique, comme fait référence au propos de Senghor, que l'Afrique n'a pas de parti, que l'artiste n'a pas à se positionner, n'a pas à se distinguer par rapport à sa position. L'Afrique doit être libre de concevoir son œuvre. Exactement ça, c'est la création artistique. On y va. Mais après ce mouvement, dimanche, la littérature d'assimilation et de consentement, si je vous comprends bien, la littérature d'assimilation, comme je venais de le résumer, dimanche, c'est une littérature qui consiste seulement à chanter les louanges de l'homme blanc, qui consiste seulement à montrer que la présence de l'homme blanc était bénéfique pour les Africains. Par la suite, il y a cette littérature de consentement qui était insensible. Dites de consentement, entre guillemets, comme vous dites. Donc, cette littérature-là qui était insensible aux préoccupations des autochtones de l'époque, qui était maltraitée par l'occupant, c'est-à-dire le colonisateur. Maintenant, à partir de cette littérature de consentement, le mouvement écritoire africain a évolué. Les écrivains africains ont traité de thèmes, je pense. Oui, après cette littérature de consentement, va naître le mouvement de la négritude. Mouvement de la négritude, vous dites. Donc, des Africains vont changer de thème pour aborder d'autres thèmes.